On plonge direct dans le vif du sujet. Le XXe siècle européen, c'était un chaos absolu. On parle de la chute des empires, de guerres mondiales, de bouleversements politiques majeurs. Et au beau milieu de tout ce tumulte, il y a quelque chose de mathématiquement improbable, mais pourtant 100% réel. On a les trajectoires de deux hommes, Luis Campanis et Pierre Laval, dont les destins se répondent avec une précision presque effrayante. C'est pas juste une coïncidence amusante, ça va bien plus loin. C'est fascinant et ça touche à l'ironie pure. Imaginez 2 secondes, comment est-ce possible que 2 hommes, qui incarnent absolument tout ce qui se pose dans la mémoire européenne, aient pu partager un destin géographiquement et chronologiquement aussi identique? C'est un vrai casse-tête historique, un paradoxe total. Alors, pour bien comprendre pourquoi c'est si dingue, il faut d'abord qu'on regarde de plus près ce que ces 2 figures représentent vraiment. Première étape de notre décryptage, 2 figures historiques totalement antagonistes. D'un côté, on a Luis Companys, le président démocratiquement élu de la Generalitat de Catalogne. Un homme qui a défendu l'idéal républicain toute sa vie, jusqu'à en payer le prix fort. Aujourd'hui, on se souvient de lui comme d'un martyr absolu de la démocratie, foudroyé par l'oppression, avec carrément un mausolée en son honneur à Barcelone. Et puis de l'autre côté du spectre, on a Pierre Laval. Alors là, l'histoire a retenu quelque chose de radicalement différent. Laval, c'est le chef d'orchestre du régime de Vichy. C'est la part la plus sombre de la collaboration en France. C'est lui qui met en place les politiques antisémites brutales et qui orchestre notamment la tristement célèbre rafle du Veldiv. Bref, on ne pourrait pas faire plus opposé. Le martyr démocratique d'un côté, l'architecte de la collaboration de l'autre. Et pourtant, regardons leurs origines et leur ascension au pouvoir. Malgré ce fossé monumental dans la façon dont on se souvient d'eux, leurs racines sont étonnamment similaires. Campanyons naît en 1882 en Catalogne. Laval naît l'année d'après, en 1883, dans le Puy-de-Dôme, en terre d'oc. Donc tous les deux viennent de cultures minoritaires latines, à une époque où l'Europe écrase un peu ses identités locales. Et écoutez bien la suite, ils choisissent la même profession. Tous les deux deviennent avocats, engagés à fond pour défendre les ouvriers et les syndicats. Et pour couronner le tout, ils commencent tous les deux leur carrière politique très à gauche, avant de grimper les échelons et de se retrouver avec le pouvoir exécutif absolu, pile pendant les pires crises de leurs pays respectifs. Le parallèle est fou. Ce qui nous amène à la 3e étape, le croisement de leurs exils. On est en 1939. La guerre civile espagnole s'achève tragiquement et le monde de Companys s'effondre. Il fuit l'Espagne du Sud vers le nord pour se réfugier en France. Il cherche désespérément à retrouver sa femme en Bretagne. Et bam, le 13 août 1940, il est arrêté par les autorités de Vichy. On avance la cassette de 5 ans. La France est libérée. Le 2 mai 1945, c'est au tour de Laval de fuir l'effondrement de son propre régime. Et là, il fuit du nord vers le sud. Il atterrit littéralement près de Barcelone sans un bombardier allemand en piteux état. Leur route d'exil forme une boucle parfaite. Le sud vers le nord, puis le nord vers le sud. Et là, l'ironie devient assez macabre. Le gouvernement de Vichy, de Laval, a activement utilisé des réseaux clandestins obscurs, ce qu'on appelle les ratlines, pour capturer Companys en France et le livrer à Franco. Or, 5 ans plus tard, quand le vent tourne, Laval essaye désespérément d'utiliser ces exactes mêmes filières clandestines pour fuir vers l'Espagne et sauver sa peau. C'est complètement absurde. L'homme qui a aidé à construire ce piège implacable tente, quelques années plus tard, de s'y glisser pour s'échapper. Voyons maintenant le rôle d'un homme en particulier, Lequerica. José Félix Lequerica, c'est le visage bureaucratique ultime de toute cette histoire. C'est l'ambassadeur espagnol à Vichy, le lien physique entre ces deux hommes. En 1940, c'est lui qui orchestre officiellement la capture de Companys. Et en 1945, c'est le même type, avec le même stylo, qui transmet la demande d'asile désespérée de Laval. Il est littéralement l'homme de l'ombre qui a eu les destins de ces 2 dirigeants déchus entre ses mains. Et tout ça converge géographiquement vers un seul endroit, le château de Montjuïc. C'est une forteresse assez lugubre qui domine le port de Barcelone. Companys s'y est jeté en 1940. Son traitement est affreux. Torture, procès, militaire expéditif bidon et exécution. 5 ans plus tard, devinez où atterrit Laval ? Dans cette même forteresse. Sauf que là, c'est le surréalisme total. Le gérant de l'hôtel Ritz de Barcelone fait littéralement livrer des lits de luxe et des plats gastronomiques dans la prison pour Laval. Le gars passe ses journées à écouter tranquillement la radio. Il a même fallu que le consul américain pique une crise monumentale pour empêcher Laval de carrément déménager ses affaires au Ritz. On marche sur la tête.
Mais pourquoi Laval s'attendait-il à un traitement de faveur? Eh bien, regardez ce chiffre de la Sorbonne. 13 471. C'est le nombre de collaborateurs de Vichy qui se sont réfugiés en Espagne, accueillis à bras ouverts par le régime de Franco. Laval pensait juste être un nom de plus sur cette longue liste. Il se voyait déjà couler des jours heureux au soleil. Sauf qu'il a fallu une pression internationale colossale des Alliés pour obliger Franco à finalement lâcher Laval et l'extrader vers la France. Alors, la vraie question maintenant, comment est-ce que deux vies aussi opposées finissent par se terminer? La réponse tient en une date, le 15 octobre. Le 15 octobre, à exactement 5 ans d'intervalle, jour pour jour, ces deux hommes se retrouvent face à un peloton d'exécution. C'est là qu'on prend un peu de recul et qu'on réalise à quel point c'est vertigineux. L'histoire, c'est pas juste des dates jetées au hasard. Parfois, elle crée des échos parfaits, symétriques, qui viennent sanctionner les extrêmes politiques de la même manière implacable. Petit retour en arrière. 15 octobre 1940. L'aube est glaciale à Montjuïc. Compagnie s'avance vers ses bourreaux avec une dignité immense, celle qui va graver sa légende. Il refuse qu'on lui bande les yeux, il refuse qu'on lui lie les mains. Debout dans le peloton franquiste, il lâche un dernier cri, un acte de défi ultime. Viscat Catalunya, son tout dernier souffle pour sa terre. Exactement 5 ans plus tard, 15 octobre 1945. C'est au tour de Laval, à la prison de Fresnes, en France. Sentant la fin arriver, il essaie d'échapper au peloton en avalant du cyanure. Mais l'État n'a pas du tout l'intention de le laisser faire. C'est une scène presque absurde. Les médecins débarquent, lui font un lavage d'estomac brutal, le blindent d'injections de camphre juste pour le maintenir en vie, pour pouvoir le fusiller. Constatant qu'il tient à peu près debout, on l'emmène chancelant. Et lui aussi, dans ses ultimes secondes, fera face aux balles debout. Face à une telle symétrie, ça laisse sans voix, non? Est-ce que l'histoire est juste une succession de hasards ou est-ce qu'elle possède une ironie implacable? Pensez-y, deux avocats issus de minorités, tous deux propulsés au sommet de l'État, tous deux emportés par la chute de leur régime, fuyant via les mêmes routes clandestines inversées, passant par la même forteresse espagnole, manipulés par le même ambassadeur, et s'effondrant tous deux sous les balles d'un peloton, un 15 octobre à 5 ans d'écart. C'est un miroir troublant qui nous force vraiment à revoir le XXe siècle sous un angle nouveau. Et honnêtement, ça donne matière à réfléchir sur la façon dont l'histoire bégaye ou se répète, à la perfection.